On va parler maintenant de Hawk et de SED. On a, avec les filtres de base, plein de possibilités de faire des traitements, mais parfois avec les filtres de base, on se retrouve limité pour certaines actions qu'on ne peut pas réaliser. On est parfois obligé de faire quelques acrobaties pour y arriver. Et on se dit que finalement, si on pouvait écrire plutôt un bout de code pour faire ça, ce serait peut-être plus simple. Parfois même, c'est impossible avec les filtres de base de réaliser certains traitements. Mais écrire du code en C, c'est compiler, installer notre programme, c'est relativement lourd comme solution. Donc partant de ce besoin d'aller plus loin, d'avoir des choses plus complexes à réaliser, sont nés deux outils qu'on appelle des filtres programmables, et le premier s'appelle Hawk, du nom de ses deux créateurs, A.O. Weinberger et Kernighan. Alors pour la petite histoire, Kernighan, c'est un monsieur qui a travaillé avec Dennis Ritchie sur le langage C et qui ont produit la bible du langage C qui s'appelle le Kernighan et Ritchie, donc un livre qui est vraiment le premier livre sur le langage C qui reste aujourd'hui toujours une référence. Et on a un deuxième filtre programmable qui s'appelle SED et qui signifie Stream Editor. On va voir à quoi correspond chacun de ces deux outils. Comme tous les filtres, ces deux commandes-là, qui sont aussi des filtres, mais plus complexes, enfin plus complets, on va dire, plus complexes, Hawk et SED servent à traiter des flux de données qui entrent dans le stdin de ces commandes, et elles produisent donc un résultat sur un flux sortant, le stdout, c'est le résultat donc du traitement qui est fait par un petit bout de code qui est écrit dans un langage spécifique, et chacune de ces deux commandes, de chacun de ces deux filtres, Hawk et SED, a son langage spécifique à lui. On va commencer par parler de Hawk. Le principe de fonctionnement de Hawk est, puisque c'est un filtre, similaire à celui des autres filtres. C'est-à-dire qu'en fait, les autres filtres exécutent, et Hawk aussi, exécutent une boucle implicite qui va lire les données au fil de l'eau, et pour chacune des lignes lues, va effectuer un traitement. Le bout de code qu'on doit écrire, c'est important de bien avoir ça en mémoire, que votre code n'a pas à se préoccuper de gérer cette boucle de lecture. C'est la commande Hawk ou la commande SED qui vont gérer la boucle de lecture des données, c'est-à-dire de lire les lignes les unes derrière les autres. Votre bout de code va juste s'occuper du traitement de la ligne en cours. Et ce bout de code, on appelle ça un script. Le langage Hawk est assez simple parce qu'il repose sur une syntaxe qui est très proche du langage C, donc alors très simple pour quelqu'un qui connaît le langage C, bien évidemment. Donc il est relativement simple, mais suffisamment puissant pour rendre de précieux services, sans avoir à rentrer dans l'écriture d'un programme en langage C. Le langage interne de Hawk permet donc de faire différentes choses, toujours, je répète, et je vais le répéter plein de fois, ça, donc c'est juste pour que ça rentre bien dans vos têtes, permet de faire donc sur la ligne en cours, sur la ligne qu'on est en train de traiter dans la source de données, permet de faire des affichages, de tester des choses sur cette ligne, de convertir, de faire des recherches sur la ligne en cours, d'extraire des sous-chaînes et de faire aussi des calculs. Et le langage dispose de variables, des variables qui sont non volatiles, c'est-à-dire qu'entre deux traitements de lignes, donc quand on est sur la première ligne, qu'on passe sur la deuxième, puis sur la troisième, etc., les variables qu'on va pouvoir utiliser sont non volatiles, c'est-à-dire qu'on va les retrouver, elles vont être conservées de ligne en ligne. La syntaxe, il y a plusieurs syntaxes. La première syntaxe, c'est d'écrire Hawk, donc c'est le nom de la commande, le nom du filtre. Hawk est entre apostrophes, hyper important les apostrophes, ne les oubliez pas, sinon il y a de grandes chances que ça ne fonctionne pas. Donc entre apostrophes, vous mettez votre script et ensuite, fermez l'apostrophe, espace, le nom du fichier de la source de données à traiter.
Donc ça c'est la première syntaxe. La deuxième syntaxe c'est tout simplement de ne pas mettre de source sous forme de fichier, mais de l'alimenter avec un inférieur. Alors, le fichier est bien là, mais on alimente le stdin, et la commande awk, pour le coup, elle n'a plus de connaissance d'un nom de fichier, elle s'alimente de son stdin. Troisième syntaxe, et c'est une syntaxe qui est souvent utilisée puisque c'est un filtre, donc on va l'utiliser sous forme de filtre, enfin de combinaison avec d'autres commandes. C'est tout simplement en utilisant avec un pipe. Alors un pipe devant pour dire j'ai des commandes devant et le résultat de ces commandes je vais les passer à travers mon script awk qui va donc produire sur son stdout va produire de la donnée. Si on s'arrête là, la donnée elle s'affiche à l'écran. Et si on rajoute derrière encore un pipe avec une autre commande, ça vient alimenter le stdin de la commande suivante. Ça, en principe, vous devez connaître, à défaut de maîtriser, au moins ça doit vous parler, puisqu'on en a longuement parlé dans les deux précédents CM. Le script peut parfois, et même souvent, être relativement long, donc de le mettre entre apostrophes, ça peut être contraignant. Il y a donc la possibilité de mettre le script dans un fichier, et la syntaxe devient alors awk-f, le nom du script, inférieur à votre source de données. Donc le -f permet d'indiquer, -f comme file, permet d'indiquer non pas quel est le fichier qu'on souhaite traiter, mais le fichier qui contient le script qui va traiter la source de données. Je vais vous demander maintenant de vous rendre dans Moodle, tout en bas de la section système d'exploitation. Vous allez trouver un QCM qui s'appelle présence 1 et de répondre à la question qui s'y trouve. Ça prend maximum 2 minutes, donc vous mettez en pause la vidéo, vous répondez à ce QCM, qui est très court, hein, c'est une question, et on se retrouve pour la suite. Un script awk est décomposé en 3 sections, 3 types de sections de code. Chacune de ces sections est optionnelle, et bien évidemment il en faut au moins une des 3, sinon il n'y a pas de script et il n'y a rien à faire. Si le script est placé dans un fichier, le nom du fichier et son extension, qui est facultative, sont quelconques. On peut nommer ça comme on veut. On peut donc éventuellement même ne pas mettre de .awk comme extension à notre fichier. Même si je vous conseille quand même de mettre un .awk, ça permet quand même de savoir que le fichier contient un script awk, tout comme si on met un logo tout court, c'est peut-être mieux d'appeler ça logo.png pour savoir que c'est un fichier PNG ou logo.jpeg ou JPG, pour savoir c'est une image. Donc pareil pour awk, même s'il n'y a pas d'obligation. Les 3 types de sections, j'ai mis 3 sections, mais c'est plutôt 3 types de sections, sont begin, qui est exécuté avant la lecture de la source de données. Avant la lecture. Hein. Donc on n'a pas encore commencé à lire la moindre ligne de la source de données. Le end qui est exécuté après le traitement intégral de la source de données. Après le traitement intégral de la source de données. Donc on n'est plus en train de le traiter. On a passé la dernière ligne. Il n'y a plus rien à traiter. Donc là, c'est le type end, le type de section end. Et tout le reste, qui n'est ni begin ni end, moi j'appelle ça le reste. Alors c'est ma terminologie à moi, hein. Ça n'a rien d'officiel. Je n'ai pas trouvé de terminologie officielle, donc j'utilise celle-là qui me semble être suffisamment claire. Donc si c'est ni begin ni end, c'est le reste. Ces sections-là de type le reste sont exécutées pour chaque ligne de la source de données lue. Pour chaque ligne lue dans la source de données. Et un script peut contenir 0, une ou plusieurs portions de chaque type. Donc, portions de code de chaque type. On peut avoir plusieurs portions begin, plusieurs portions end et plusieurs portions le reste. Voire une portion, voire 0 portion pour certaines. On peut très bien ne pas avoir de begin, avoir un end, ne pas avoir de end, avoir du begin. Généralement, les sections le reste, il y en a quand même au moins une, mais il peut y en avoir 0, pourquoi pas. Les sections de type begin sont exécutées, donc on a vu, avant la lecture du fichier, avant le traitement du fichier, mais avant même la lecture, la moindre lecture. C'est-à-dire que
Si on passe en paramètres, on dit on veut traiter tel fichier et que ce fichier n'existe pas, eh bien il faut savoir que les sections begin, elles sont quand même exécutées, même si le fichier n'existe pas. Alors, le fait que le fichier n'existe pas, eh ben le script va ensuite s'arrêter net en disant voilà, ça n'existe pas, mais les sections begin étant exécutées, vous aurez quand même le traitement des sections begin. Donc si dans une section begin vous avez un affichage, même si le fichier n'existe pas, donc on n'ira pas plus loin, il y aura un message d'erreur qui va s'afficher, mais avant le message d'erreur, on aura l'affichage début de traitement, par exemple, si on a dans une section begin un affichage début de traitement. Cette section begin, enfin ce type de section begin, sert souvent à mettre en place l'environnement de traitement, c'est-à-dire par exemple à initialiser des variables qui vont servir au traitement des lignes ensuite. Important, quand begin est exécuté, ça se passe avant le début de la lecture de la source de données. Ça, on l'a déjà dit, je le redis. Et ça veut surtout dire que, pour le moment, comme il n'y a aucune ligne lue, on ne peut pas faire référence à la ligne courante, la ligne sur laquelle on est, la ligne de la source de données, j'entends. Il n'y a pas de ligne courante. On n'a pas encore commencé à traiter la source de données. Donc, parler de ligne courante, alors si je parle de ligne courante, c'est parce qu'on va en reparler très fréquemment après. Donc je dis tout de suite, ici, dans une section begin, il n'y a pas de ligne courante. Ça n'existe pas. C'est un non-sens. Ça veut rien dire, la ligne courante. On n'a pas commencé encore à lire notre source de données. Exemple de syntaxe, donc le mot-clé begin en majuscule doit être mis... Alors, je crois qu'il y a obligation que ce soit en majuscule. Je suis pas à 100% sûr, mais en tout cas, écrivez-le en majuscule, c'est comme ça qu'on l'écrit généralement. Et il y a peut-être même une obligation à l'écrire en majuscule, il faudrait vérifier, mais écrivez-le en majuscule. Begin, en début de ligne, de notre script, entre accolades, et ensuite à l'intérieur, notre bout de code qui va être exécuté, donc en début de script, avant tout traitement, avant toute lecture de la source de données. Exemple, begin compteur égale 0. Alors, vous inquiétez pas sur la syntaxe, on va y revenir après sur ce que ça signifie. Donc là, vous devez comprendre au stade où vous êtes aujourd'hui du cours système et puis de AlgoProg que compteur égale 0. Bon, voilà, c'est une variable qui s'appelle compteur et qu'on l'affecte à 0. On y reviendra sur les variables un petit peu plus loin. Begin, une autre section begin avec un min égale 999, point virgule, max égale 0. Une troisième section begin, print début du traitement. Donc on a trois sections begin qui pourraient être toutes les trois dans notre script et elles seraient exécutées les unes derrière les autres. Le code est toujours à placer entre accolades. N'oubliez pas les accolades ouvrantes et fermantes et votre code à l'intérieur. Et le begin sans accolade devant. Le type de section end, maintenant, il est exécuté après le traitement de la source de données. Après le traitement. Et uniquement s'il n'y a pas eu d'erreur. C'est-à-dire que s'il y a eu une erreur dans votre traitement de données, les sections end ne sont pas exécutées. Autant les sections begin sont toujours exécutées, les sections end, il faut que le traitement se soit bien passé, sinon il n'y a pas d'exécution des sections end. Et ces sections end, ce type de section, sert généralement à faire une synthèse du traitement qu'on a réalisé. Par exemple, afficher un comptage, si c'était ça qu'on voulait faire dans notre script. Afficher un calcul final, par exemple, afficher une moyenne, c'est-à-dire que dans notre fichier, dans notre source de données, on avait des valeurs des nombres, et puis on veut en faire une synthèse qui serait la moyenne de tous ces nombres. C'est dans une section end qu'on va afficher la moyenne. Le résultat d'une recherche, par exemple, voilà. Important, quand les sections end sont exécutées, ça se passe après le traitement de la source de données. Donc, on a lu toutes les lignes. Et on n'est plus sur une ligne courante. C'est fini. La ligne courante, la dernière ligne a été lue et c'est fini. On n'en a plus connaissance. Donc, il n'y a pas de ligne courante. Ça vient après. Donc, faire référence à la ligne courante, ici aussi, est un non-sens. Dans begin et dans end, faire référence à la ligne courante, ça ne signifie rien. Donc si vous écrivez quelque chose dans begin ou end qui fait référence à la ligne courante, big warning, ça doit faire bip bip, il y a une erreur. Ça peut pas être ça. La syntaxe, donc on avait le mot-clé begin pour les sections
les sections begin, les sections de départ, les sections de fin de traitement, elles portent le mot-clé end en majuscule avec accolade, entre accolades, votre code. Exemple, end, entre accolades, printf trouvé %d occurrence, nb. Alors là, vous devez repérer un printf, ça doit vous parler, vous évoquer quelque chose, j'espère. Si ça vous évoque rien, faut vous interroger. Donc on retrouve évidemment une syntaxe proche du C, proche, hein, elle n'est pas tout à fait identique, mais elle est quand même très très proche, avec un %d, avec un nb derrière. Donc là, ça va nous afficher. J'ai choisi d'afficher le trouver le nombre de références. Ça afficherait trouver 22 occurrences, pardon. Ça afficherait ça à l'écran, enfin sur stdout. Donc à l'écran s'il n'y a pas de redirection. Deuxième exemple, moy égale somme divisé par nb. Bon bah là on reconnaît, même si on n'a pas encore vu comment on utilise les variables, mais bon voilà, on aurait une variable moy qui est le résultat de la division de somme par un nombre d'occurrences trouvées. Troisième exemple, print fin du traitement, point moy égale, et puis moy derrière. Alors là, vous voyez déjà qu'il y a un printf, et ici il y a un print. Alors c'est pas une erreur d'avoir oublié le f dans la troisième, c'est pas un printf, c'est bien un print. Et vous voyez qu'il y a une syntaxe qui est un tout petit peu différente. Tout ça, on va le voir un petit peu plus loin sur comment on utilise print, printf, il y a deux fonctions, on va voir ça, ne vous inquiétez pas. Le code est toujours placé entre des accolades. Toujours entre accolades. Et maintenant, on s'intéresse aux autres sections, que j'appelle moi le reste, qui ne sont ni des begin, ni des end, et qui sont toutes exécutées séquentiellement. Begin et end aussi sont exécutées séquentiellement dans chacun des types. Les autres sections, donc qui sont ni begin ni end, on va voir comment on les écrit, sont exécutées séquentiellement et pour chaque ligne de la source de données à traiter. Pour chaque ligne de la source de données à traiter, on va exécuter chaque section séquentiellement. D'accord ? Ensuite, une fois qu'on a exécuté nos sections, le awk va lire la ligne suivante, et hop, il va repartir, il va exécuter séquentiellement toutes les sections pour cette nouvelle ligne qu'il a lue, etc., etc. Le code de ces sections est le seul à pouvoir accéder au contenu de la ligne courante. On a vu que begin et end ne pouvaient pas accéder au contenu de la ligne courante parce que begin on n'a pas encore commencé et end on a terminé. Donc il n'y a pas de ligne courante. Par contre, ces autres sections qui sont ni begin et end, eh ben elles peuvent accéder au contenu de la ligne courante et on va voir comment elles y accèdent. Et elles ne peuvent accéder qu'au contenu de la ligne courante. Parce que le script est exécuté ligne par ligne. Ligne par ligne, enfin ligne de la source de données par ligne par ligne de la source de données. Et cette ligne courante, elle change à chaque tour. Donc, on ne peut pas faire référence à la ligne précédente, et encore moins à la ligne suivante, parce qu'on n'est plus dessus. Donc, on peut faire référence à la ligne courante, mais la ligne précédente, elle est oubliée. Si on a besoin de faire référence à la ligne précédente, faut qu'on trouve une astuce pour la mémoriser. Mais on n'a pas, comme ça, un accès direct à la ligne précédente, puisque on est passé dessus. C'est fini, c'était le coup précédent. Et bien évidemment, la ligne suivante, on n'y a pas accès, on l'a pas encore lu. Ces sections, le reste, sont donc les seules à accéder aux données. Ça, on l'a dit juste précédemment, je le redis. Donc les sources, les lignes de la source de données, ce sont les lignes qui viennent soit du fichier, soit dans un pipe des commandes précédentes. Et ce sont ces lignes qui font tout le travail de calcul, de recherche, d'extraction, de transformation des données, en fonction de ce que vous voulez faire sur votre source de données, mais c'est ces lignes-là qui font le travail de traitement des données. Et ces lignes peuvent être conditionnelles ou systématiques. Section conditionnelle, une section conditionnelle, tout simplement une section qui est préfixée par un test. Si le test est valu à vrai, la section est exécutée sur la ligne en cours. Si elle est value à faux, eh bien on passe à l'exécution de la section suivante. Et quand on arrive à la fin de la section, on passe à la ligne suivante dans la source de données. C'est une sorte de if, mais qui n'est pas écrit avec le mot-clé if. On va voir comment c'est écrit. Donc la condition peut être exprimée de deux façons.
soit par un test simple, comme en C, mais sans préciser le if, on a quand même les accolades mais on précise pas le if, soit par un motif, donc un regex d'y, et ce regex, on le place entre des slash, ou éventuellement, on peut aussi le préfixer avec un point d'exclamation et encore les slash derrière, pour signifier une négation de motif, c'est-à-dire qu'au lieu de rechercher la présence, on va rechercher l'absence. Le code est toujours placé entre accolades. Toujours dans toutes les sections, que ce soit des begin, des end ou des le reste, on a toujours notre code qui est entre accolades, faut pas oublier les accolades. Un petit peu comme une fonction en C, on met le nom de la fonction et on met des accolades. Si on oublie les accolades, ça fonctionne pas. Exemple, premier exemple, c'est un test simple, donc on met entre parenthèses, là on choisit de faire nr égale 1, donc on dit si, donc le if n'est pas spécifié, il est sous-entendu, si nr égale 1, alors on exécute le bloc qui est juste derrière. Et le bloc nous affiche print première ligne du fichier. Donc nr, bon, vous le savez pas, je vous le donne un petit peu en exclu, mais vous l'avez compris. nr c'est une variable, et puis c'est le numéro de la ligne en fait. Hein. Donc quand nr vaut 1, bah, on est sur la première ligne. Une fois qu'on sera passé sur la ligne numéro 2, sur la deuxième ligne de notre source de données, hein, toujours de notre source de données, pas de notre script, de notre source de données, eh bien cette ligne-là évaluera toujours à faux, donc finalement le bloc ne sera jamais exécuté pour les autres lignes de notre source de données. Deuxième exemple, entre slash, virgule, France, virgule, on va rechercher un regex, une expression régulière qui se trouve entre slash. Alors cette fois-ci c'est une expression régulière simple, parce que c'est juste du texte en fait qu'on cherche. Et on cherche une virgule suivie du mot France en majuscule avec une virgule après. Donc le mot France en majuscule encadré par deux virgules. Et si dans la ligne ça match quelque part sur la ligne ce qu'on cherche là, eh bien ça va exécuter le bloc et le bloc nous dit print France trouvée. Voilà. Donc ça va afficher sur stdout, ça va afficher France trouvée. Troisième exemple, là on a une négation d'expression régulière. L'expression régulière entre slash, hein, les slash ne font pas partie de l'expression, c'est juste pour l'encadrer. Crochet 0-9, crochet fermant, et 5 entre accolades. Donc ça signifie un chiffre 5 fois de suite. Si je ne trouve pas, parce qu'il y a une négation devant avec le point d'exclamation, si dans la ligne que je suis en train de traiter de ma source de données, je n'ai pas la présence de 5 chiffres consécutifs, eh bien ça va matcher. Et je vais afficher pas trouvé de code postal. C'est le choix que je décide de faire, c'est-à-dire que je suis en train de chercher les lignes où il y aurait potentiellement un code postal, et bien si je trouve pas, s'il y a une ligne où je trouve pas, bah, je vais afficher pas trouvé de code postal. Donc en fait je cherche pas les codes postaux, je cherche plutôt les lignes qui n'ont pas de code postal. Donc ça pourrait être bien de faire si vous avez un gros fichier qui contient plein de codes postaux sur chaque ligne, qui est censé contenir des codes postaux sur chaque ligne, et que vous voulez identifier. Est-ce qu'il y a des lignes où il y a ce manque là, où il y a pas le code postal? Eh ben, on peut passer un script de cette manière-là. Alors, cet exemple-là est assez avec Awk, ça sert pas grand-chose parce qu'avec un Y, on ferait exactement la même chose. Mais on pourrait envisager que ce bloc de code-là soit combiné avec tous les autres blocs qu'on voit au-dessus. Donc là, on peut pas tout faire avec un grep, puisqu'un grep ne pourrait fonctionner qu'avec cette ligne-là, pour faire ce traitement particulier. Mais là, on fait 3 traitements en même temps. Les sections qui ne sont pas conditionnelles sont donc des sections qui sont systématiques, c'est-à-dire qu'on ne préfixe pas avec un test, donc on les exécute pour chaque ligne de la source de données. On exécute chaque bloc qui est systématique, donc qui est non conditionnel. Le bloc toujours placé entre accolades. Donc cette fois-ci, on a juste un bloc avec des accolades. On n'a rien devant. On n'a pas de begin, on n'a pas de end, puisque c'est un bloc le reste, et on n'a pas de test. Donc quand on a un bloc avec accolade ouvrante tout de suite, et ben ça c'est pour chaque ligne lue dans la source de données, ce bloc va être exécuté. Exemple, printf, j'ai lu la ligne numéro %d \n, virgule nr. Donc il va nous afficher, j'ai lu la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, etc. jusqu'à la fin. Autre exemple, print, champ numéro 3, $3.
Ne vous inquiétez pas si ça vous parle pas trop, enfin si ça vous parle pas trop, je pense que vous devez le comprendre à demi-mot, mais bien évidemment on n'a pas vu encore comment on utilise, comment on accède à des champs sur une ligne. Donc là, vous avez déjà un premier indice, c'est que les champs, on met $1 et on met le numéro du champ derrière. Le déroulé de l'exécution d'un script awk est le suivant. On a d'abord l'exécution de tous les blocs begins. Séquentiellement, ces blocs-là, on les exécute avant même l'ouverture du fichier de données ou la moindre lecture de la source de données si on est sur une redirection. Une fois qu'on a exécuté tous ces blocs begin, on rentre dans une boucle implicite. Encore une fois, cette boucle, c'est pas vous qui l'écrivez, c'est awk qui gère ça pour vous. Et awk va lire une ligne de la source de données. J'ai mis une ligne du fichier, mais c'est une ligne de la source de données. Si c'est un fichier, c'est un fichier. Si c'est une redirection ou un pipe, c'est le stdin qui est utilisé. Il lit une ligne et il exécute les codes, le reste, sur cette ligne lue. Enfin, en utilisant cette ligne lue comme donnée à traiter. Donc les blocs le reste peuvent être conditionnels ou systématiques. Une fois que tous ces blocs sont évalués, hop, on va boucler sur la ligne de la source de données suivante, etc. jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de données à traiter. Et une fois qu'il n'y a plus de données à traiter, le script passe à l'exécution de toutes les sections end qui sont exécutées séquentiellement les unes derrière les autres. Donc là, vous avez un exemple de déroulé. Si vous vous rappelez plus comment ça fonctionne, revenez sur cette diapo pour vous remettre en mémoire le mode de fonctionnement de awk sur votre source de données. Il n'est pas obligatoire que les sources de données soient ordonnées, que les types de sources de données, que les types de sections soient ordonnés de cette manière, begin, ensuite le reste et ensuite end dans votre script. Il n'y a pas d'obligation. On peut avoir tous les blocs end d'abord, voire 2 blocs end au début, un bloc end à la fin, 3 begin à la fin, et puis le reste en plein milieu. C'est pas grave. Dans un type de blocs qui sont exécutés séquentiellement, mais après l'ordre d'apparition des sections begin, le reste et end n'a aucune importance puisque le script est analysé intégralement avant son exécution. Donc vous pouvez avoir tous les begin et les end tout en haut et votre script après, ça n'a aucune importance. C'est un petit peu comme dans un programme en C où en fait vos fonctions n'ont pas besoin d'être triées dans votre code. Vous pouvez les exécuter, même si elles sont mises au début, à la fin, au milieu, peu importe le sens, vous pourrez exécuter vos fonctions dans un programme en C. Là, c'est pareil. Au sein d'un type de bloc, begin, end et le reste, par contre, c'est exécuté séquentiellement. Intéressons maintenant aux instructions du langage awk. Donc, les instructions, c'est donc la partie de code qui se trouve entre accolades et qu'on a déjà pu observer ressemble beaucoup à du C, mais en version un petit peu édulcorée. 2 instructions peuvent être séparées par un point-virgule et on peut avoir autant d'instructions consécutives qu'on souhaite. On peut même toutes les mettre sur une seule ligne ou on peut avoir plusieurs lignes à condition que tout ça se trouve entre des accolades ouvrantes et fermantes. Donc l'accolade ouvrante, l'accolade fermante n'est pas obligatoirement sur la même ligne que l'accolade ouvrante. Exemple, print début de traitement, point virgule, nb égale 0, point virgule, somme égale 0, point virgule. Le dernier point virgule n'est pas nécessaire, mais bon, c'est peut-être pas une mauvaise idée que de systématiquement le mettre. Je l'ai pas forcément mis dans tous mes exemples. L'arithmétique, les fonctions, les opérateurs arithmétiques sont les mêmes qu'en C, à savoir les 4 opérations de base, le plus, le moins, le diviser, le multiplier. Donc par exemple, val fois 10. La division, elle, est réelle, c'est-à-dire que si on fait un 5 divisé par 2, on obtient 2.5. On peut utiliser des parenthèses pour changer les priorités, et on a aussi l'opérateur modulo, qui s'écrit avec un pourcent comme en C, comme dans beaucoup de langages d'ailleurs. C'est le reste de la division euclidienne, donc 5 pour 102, c'est 5 divisé par 2, et il reste 1.
Exemple, print entre parenthèses 6 fois 3 divisé par entre parenthèses 5 moins 3, fermez les parenthèses 2 fois pour 104. Donc là, on a les parenthèses qui vont changer les priorités parce que les opérateurs multipliés et divisés sont prioritaires sur l'addition et la soustraction. Donc comme on veut que ce soit 5 moins 3, on le met entre parenthèses. Donc 5 moins 3 égale 2. 6 fois 3, 18 divisé par 2, 9. Tout ça entre parenthèses, 9 modulo 4, c'est donc 9 divisé par 4, et on prend le reste, donc 9 divisé par 4, ça fait 2, et il reste 1, donc ce modulo affiche 1. Les chaînes de caractères doivent être encadrées par des guillemets, et uniquement des guillemets, pas d'apostrophe. C'est pour ça que je vous ai dit un petit peu plus tôt, mettez votre script quand c'est un script qui est en ligne, mettez-le entre apostrophes, parce que comme ça, il n'y a pas de conflit entre les apostrophes et les guillemets. Vous utiliserez des guillemets dans vos scripts pour afficher par exemple un print traitement de la ligne numéro NR. Donc entre guillemets, vous avez le texte traitement de la ligne numéro. Et votre script, lui, il est entre apostrophes. Et des accolades bien évidemment, mais tout ça c'est entre apostrophes. Donc il n'y a pas de conflit entre les deux. Si on utilise des guillemets, eh bien le premier guillemet après awk, guillemet, accolade, print, guillemet, ça fermerait le premier guillemet. Et puis il se demanderait bien qu'est-ce qui se trouve derrière. Donc, important, vos chaînes de caractères entre guillemets, et votre script, quand il est en ligne, d'accord, évidemment quand il est dans un fichier script, ça pose pas de problème, mais quand il est en ligne, comme dans cet exemple-ci, entre apostrophes. L'opérateur de concaténation de chaînes n'existe pas, il n'y en a pas. Il suffit juste de juxtaposer les chaînes les unes derrière les autres. Exemple, donc entre accolades puisque c'est un bloc de code, print 1 entre guillemets 1 espace entre guillemets bout espace entre guillemets 2 espace entre guillemets texte point exclamation, ça va afficher tout concaténé, tout collé, même si on a mis des espaces entre les deux, entre les différents blocs de texte. Ces espaces-là sont juste des espaces qui séparent les différents paramètres. Les espaces, comme il n'y a pas d'espace dans les chaînes elles-mêmes, eh bien, tout est concaténé, un bout de texte, point d'exclamation, tout ça collé. Si vous voulez avoir des espaces en plus entre chaque mot, eh bien, il faut prévoir de mettre, par exemple, entre guillemets, un espace, fermé guillemets, guillemets ouvrant, bout, espace, etc., etc. Il faut mettre les espaces dans vos chaînes de caractères, parce que les espaces qui sont à l'extérieur, ne sont pas là pour ça, ne sont là juste pour séparer les paramètres du printf, du print, pardon. Les variables maintenant. Une variable peut contenir soit une chaîne de caractères, soit une valeur numérique qui peut être indifféremment un entier ou un réel, et peut aussi contenir un tableau. Le nom d'une variable doit commencer obligatoirement par une lettre minuscule ou majuscule, mais doit commencer par une lettre. Et ensuite, on a un nombre quelconque, soit de chiffres, soit de lettres, soit d'underscore. Underscore, le souligné, pas le tiret. Pourquoi pas le tiret? Parce que le tiret signifie moins, donc c'est une opération arithmétique. Donc, entre variables, si on fait une variable var moins val1 moins val2, si on voulait que ce soit un tiret pour dire ma variable s'appelle val1-val2, c'est pas possible. Le tiret, c'est un moins, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser le moins. Donc utiliser des underscores. Les minuscules et les majuscules sont différenciés, c'est-à-dire qu'une variable qui s'appelle val minuscule, c'est pas la même chose que la variable qui s'appelle val majuscule. Donc faites bien attention, commencez en fait, de la même manière. Les mots-clés du langage sont aussi interdits pour être utilisés dans un nom de variable. On ne peut pas utiliser une variable qui s'appelle if ou qui s'appelle print, par exemple. Donc tous les mots du langage sont interdits comme nom de variable. L'affectation, en fait, il n'y a pas de réelle définition d'une variable, on a juste que des affectations de variables. Et le fait d'affecter une variable qui jusque-là était inconnue, qui n'existait pas, eh bien, ça fait son affectation et sa définition en même temps. Donc, en exemple, nb égale 0, la variable nb n'existait pas, et bien maintenant elle va exister. Et non seulement elle va exister, mais en plus elle va valoir 0. Non égale du bois, pareil, non n'existait pas, et bien si on fait non égale du bois, maintenant la variable elle existe et elle s'appelle du bois. Éventuellement même si non existait sous forme d'une valeur numérique, si on fait non égale 12 et qu'on refait derrière non égale du bois, eh bien la variable qui était une variable numérique dans un premier temps,
devient une variable alphanumérique par son affectation à une chaîne de caractères. Pour utiliser une variable, eh ben on écrit juste son nom. Voilà. Donc l'affectation et l'utilisation, c'est la même, enfin la syntaxe est la même. On met le nom de la variable sans rien mettre devant ou derrière. Évidemment, pour une affectation, on fait égal une valeur, mais le nom de la variable, qu'on l'utilise pour l'affecter ou pour la lire, utiliser son contenu, on met juste son nom. Si la variable a été affectée, donc qu'elle a été initialisée, qu'elle existe, sa valeur est utilisée dans l'expression qu'on écrit. Si jamais la variable n'a jamais été affectée, donc finalement la variable n'existe pas, eh bien ça pose pas de problème. Contrairement au C, là ça ne pose pas de problème, et la valeur de cette variable va dépendre du contexte. Prenons un exemple, je fais un print entre guillemets val égale, donc c'est une chaîne de caractères, donc, et que je viens concaténer avec la variable val derrière. Mais il se trouve que val n'existe pas. Comme on a une concaténation, puisqu'on a une chaîne de caractères devant et une variable derrière, eh bien il va considérer que val est aussi, puisqu'elle est inconnue, donc elle est aussi une variable, chaîne de caractères, et dont la valeur est par défaut, parce qu'elle n'existe pas, une chaîne vide. Donc en fait, ça va juste afficher val, espace, égale, espace, et c'est tout. Rien d'autre derrière. Parce que la variable val n'existant pas, étant utilisée dans une expression qui concatène une chaîne avec autre chose, eh bien ça va être utilisé dans un cadre de texte, donc la variable val vaudra la chaîne vide. Je reprends le même exemple, on imagine que ce bout de code là, ce bloc là, print val égale val, eh bien, en dessous, on a un autre bloc qui est print val égale, et je viens concaténer, mais cette fois-ci, je viens concaténer, entre parenthèses, val x 10. Donc, dans cette expression val x 10, on voit qu'on est sur une expression arithmétique. Donc, comme la variable val n'existe pas, et qu'on a une expression arithmétique, eh bien, Awk va dire, bah, val, finalement, elle n'existe pas, mais je vais faire comme si je la connaissais, et je vais lui donner une valeur par défaut. Comme on multiplie ça par 10, eh bien la valeur par défaut, ça va plus être une chaîne de caractères, ça va être 0. 0 x 10, ça va donner 0, donc on va avoir un affichage qui va être val égale, espace égale espace, 0. Parce que l'expression qui est derrière, le contexte est un contexte arithmétique, donc la variable val qui n'existe pas va prendre une valeur numérique, puisque c'est une expression arithmétique. Troisième exemple, val égale 10, point virgule, print val égale val x 10. Cette fois-ci, val est connue, donc elle est prise avec la valeur qu'elle vaut, donc 10 x 10, 100, ça va afficher val égale 100. Cette fois-ci, comme val est connue, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a pas à analyser dans quel cadre on l'utilise. Elle est connue, elle est numérique, on la multiplie par 10, ça produit une valeur numérique. Donc c'est le contexte. En cas d'ambiguïté, c'est le contexte qui va déterminer la nature de la variable. Incrément et décrément. Donc le commencer, comme dans beaucoup de langages d'ailleurs, issus du C en tout cas, qui s'inspirent du C, on peut avoir des post-incréments, donc c'est le fait de mettre plus, de post-incrément ou post-décrément, c'est plus ou moins derrière la variable. Donc val plus val moins, ou un pré-incrément ou pré-décrément avec plus val ou moins val. Ça incrémente et ça décrémente de 1. De la même manière qu'en C, on peut avoir une opération et réaffectation dans une même expression. Val plus égale 5, ça incrémente val de 5 et ça réaffecte le résultat à la variable val. Donc val va valoir ce qu'elle vaut maintenant, plus 5. Val moins égale 2, val égale lui-même moins 2. Val fois égale 10, val égale lui-même fois 10. Val divisé égale 2, ça fait la division réelle par 2 et ça réaffecte le résultat. Donc si val avait une valeur entière, le fait de diviser par 2, ça produit soit un entier, soit un réel, c'est-à-dire que si on avait une valeur paire, ça va produire un entier, si je fais 4 divisé par 2, on va rester sur un entier. Donc val, si val vaut 4, si je fais val divisé égale 2, il n'y aura plus que 2 dans la variable val sous forme d'entier. Par contre, si j'ai 5 dans val divisé égale 2, ça va mettre 2.5 dans la variable val, donc val va devenir une valeur réelle.
val% égale 3, val% égale une valeur, fait le modulo, là modulo 3 et réaffecte. Donc là, on obtient, alors évidemment le modulo ne peut se faire que sur une variable qui est une variable entière, c'est la division euclidienne, donc d'un entier par un autre entier on obtient le reste, et bien évidemment le reste n'a de signification que sur une division entière, pas sur une division réelle. On n'a pas de reste sur une division réelle puisqu'on a des chiffres derrière la virgule. Donc il faut que val soit une valeur entière, et elle reste entière puisque le modulo produit aussi un entier. Les variables spéciales, alors il existe des variables internes à Awk qui sont affectées par Awk automatiquement. Et certaines peuvent changer de valeur au fur et à mesure de la lecture de la source de données. Première variable, fs comme field separator, séparateur de champ. Donc on rappelle, le traitement de notre script va traiter ligne par ligne la source de données. À chaque fois qu'on exécute notre script, on est sur une nouvelle ligne de la source de données. Cette source de données donc c'est une ligne, peut contenir des champs, et on peut accéder à ces champs. On l'a déjà évoqué un petit peu précédemment, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec un $3 pour accéder au champ numéro 3. Encore faut-il savoir, encore faut-il que Awk sache comment découper notre ligne en champs. Eh bien, c'est cette variable fs qui contient une chaîne de caractères. C'est pas un caractère, c'est une chaîne de caractères. Souvent c'est un caractère qu'on trouve dedans. Mais il faut savoir que en réalité, ça peut être une chaîne de caractères, et non seulement une chaîne de caractères, mais en plus c'est une chaîne regex. Donc c'est une expression régulière. Donc souvent on a juste un seul séparateur, par exemple, par défaut c'est espace, c'est l'espace qui est le séparateur de champ. Mais on peut trouver par exemple crochet 0-9 crochet, et là le séparateur c'est tout simplement un chiffre, n'importe lequel. Donc dès qu'on trouve un chiffre, ça sépare les données, ça crée voilà, on a tous nos champs de notre ligne de texte. Il y a autant de champs qu'il y a de chiffres présents dans la ligne à traiter. Donc par défaut, le field separator, c'est l'espace. Et on peut modifier ce field separator, bien évidemment, de deux manières, soit dans le begin de notre script. Donc on peut spécifier dans une section begin de dire que fs égale une autre valeur. On fait fs égale par exemple entre guillemets 2 points, et là le séparateur de champ n'est plus l'espace mais sera le 2 points. Et ça marche bien parce qu'on se rappelle que les sections begin sont exécutées avant toute lecture de la source de données, d'où l'intérêt. Voilà, donc begin c'est pour mettre l'environnement de traitement, le mettre en place. Donc c'est à cet endroit-là qu'on peut spécifier notamment un changement de field separator, de variable fs. Mais on peut aussi spécifier à l'exécution du Awk, de la commande Awk, on peut spécifier un autre field separator en mettant l'option "-f", et on met le caractère qui sert de séparateur ou l'expression régulière qui sert de séparateur tout de suite derrière le "-f", tout collé, il faut que ça soit collé, il faut pas que ça soit séparé. Et toujours conseil, on met des apostrophes pour encadrer ce séparateur, parce que en fonction de ce qu'on met, si on commence à mettre des crochets ou une étoile par exemple, si on met une étoile, si on met pas les apostrophes, ça va être le bash qui va interpréter l'étoile, puisqu'il va prendre la main là-dessus, et il va dire étoile, c'est une liste de fichiers. C'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc faut bien mettre, prenez l'habitude de mettre des apostrophes, et vous mettez votre séparateur, ou votre expression qui sert de séparateur de champ. Donc exemple, Awk-f entre apostrophes, entre apostrophes, pardon, ça peut être des guillemets aussi, mais vaut mieux mettre des apostrophes, entre apostrophes, 2 points, espace, notre script derrière. Alors le script il affiche juste print fs égale fs, donc il nous affiche la valeur du field separator. Ça c'est un exemple qui permet de vérifier qu'effectivement notre field separator est bien modifié avec ce "-f". Autre variable, rs, record separator, donc séparateur d'enregistrement. Par défaut, on a dit que la source de données était alimentée ligne par ligne.
Donc ça sous-entend que une ligne, c'est la fin de ligne, c'est un retour à la ligne, un backslash n. Donc effectivement, c'est le record separator, donc le séparateur d'enregistrement, le séparateur de ligne, ce qui indique la fin de chaque ligne qu'on va traiter dans notre source de données, c'est bien le backslash n. Mais on peut aussi modifier cette variable rs. On imagine que notre source de données, finalement, elle tient sur une seule ligne, une grande ligne, et que chaque bloc, enfin chaque ligne entre guillemets, chaque enregistrement qu'on veut traiter, bah c'est séparé par un point virgule par exemple. Donc on a une grande ligne et puis on a des blocs de texte et chaque bloc est séparé par un point virgule et on veut considérer chaque bloc de texte comme étant la ligne entre guillemets à traiter par Awk et qui doit boucler là-dessus et nous faire traiter par notre script chaque bloc de texte qui est séparé par un point virgule. Et bien on peut changer le record separator, le rs. C'est aussi une expression régulière, une regex, même si souvent on y met un simple caractère. De la même manière, comme le field separator, eh ben, on peut le mettre soit dans un begin, on fait dans un begin, on fait rs égale, et puis par exemple entre guillemets, cette fois-ci on mettrait entre guillemets puisqu'on est dans le script, point virgule. Soit on le met, alors cette fois-ci on spécifie, dans le premier on faisait un tiret grand F, parce que le field separator c'est quelque chose qui est assez fréquent à modifier, donc il a son option à lui dans l'appel de la fonction awk. Par contre le record separator n'a pas son option spécifique. On utilise un -v comme variable qui permet de modifier n'importe quelle variable de l'environnement awk. C'est-à-dire que donc là on fait un awk-v rs égale et entre apostrophes on met le nouveau caractère qui doit servir de séparateur d'enregistrement. Et ensuite on a notre script qui est derrière. Donc là je fais un exemple en affichant print rs égale rs pour vérifier qu'effectivement le record separator n'est plus un backslash n mais un point virgule. Donc le -v ça permet de modifier n'importe quelle variable de l'environnement awk. On pourrait aussi utiliser le -v pour modifier le field separator, parce que le field separator est une variable de l'environnement awk. Donc on pourrait avoir un awk-v fs égale mon field separator. Donc le field separator a sa propre option, et c'est pour ça qu'on utilise plutôt le -f, mais on pourrait le faire aussi avec un -v qui est d'une forme générique pour modifier n'importe quelle variable de l'environnement awk. Deuxième petit intermède, retour dans Moodle, dans le QCM de présence, donc qui s'appelle présence 2. Pareil, vous répondez à la question qui s'y trouve, vous mettez en pause la vidéo et vous revenez ensuite. Par exemple, une autre variable de l'environnement awk, c'est le OFS. Donc on avait FS pour field separator, OFS c'est pour le output field separator. C'est-à-dire que le field separator, c'est pour ce qui rentre, on dit qu'est-ce qui sépare nos champs, et le output field separator, c'est quand on envoie des choses sur stdout, quel est le séparateur de champs qu'on doit utiliser. Par défaut, c'est aussi l'espace, comme le field separator de le FS. Mais on peut le changer. Et cette fois-ci, c'est pas une expression régulière, puisque l'expression régulière n'a pas de sens. Là, on est en train d'afficher. Donc, on affiche un séparateur de champs qu'on a choisi comme séparateur de champs. Et donc, c'est le séparateur qui est utilisé quand on fait des écritures avec print, et uniquement avec print. On n'a pas encore vu comment on fait des affichages, on l'a vaguement vu dans des exemples, on a vu print et printf, donc je vous dis maintenant, on va voir un petit peu plus loin avec comment on peut faire ces affichages donc avec print et printf, mais le output field separator n'est utilisé que pour l'utilisation avec print. Et quand on fait un affichage avec print, en fait, on va séparer nos valeurs. On a deux manières de faire, soit on concatène les valeurs en mettant valeur, espace, ça va afficher les trois valeurs, ou on les sépare avec des virgules. Donc on fait print, valeur, virgule, valeur 2, virgule, valeur 3, et quand on l'utilise dans ce cadre-là avec des virgules, c'est l'output field separator qui est utilisé pour séparer les différentes valeurs
sur stdout, sur l'affichage. On peut spécifier ce output field separator, ce OFS, on peut le spécifier dans le begin, comme pour les deux autres variables qu'on a vues, ou au lancement du script de awk, en faisant un awk-v, donc -v variable, comme la variable précédente, puisqu'il n'y a pas d'option spéciale pour le OFS, il n'y a que le FS qui a son option avec le -grand F. Donc là, on prend la forme générique, -v, OFS égale, entre apostrophes, 2 points par exemple, pour dire je veux maintenant que le séparateur ne soit plus d'affiche quand on affiche, avec print en mettant des virgules en séparant les paramètres. Je veux plus que ce soit un espace, je veux que ce soit des 2 points. Donc si je fais ensuite un print A, donc la chaîne A, B, C, et ben ça va m'afficher A, 2 points, B, 2 points C. Il me met le séparateur, l'output field separator, pour séparer les différents paramètres que je passe à print. Ensuite, on a des variables dynamiques. On a évoqué un petit peu avant des variables qui changent dynamiquement à chaque ligne lue, chaque ligne lue dans la source de données à traiter. Qu'est-ce qu'on a comme variable dynamique? On a NR. NR, on l'a déjà vu dans des exemples. C'est le numéro de ligne, c'est le number of record. Je crois que c'est l'exacte traduction. Alors c'est number of record, c'est pas le numéro enfin moi je l'ai mis numéro de ligne. And number of record, c'est nombre d'enregistrements et non pas numéro de l'enregistrement. Il se trouve que cette variable, elle évolue, c'est-à-dire que à la première ligne, le nombre d'enregistrements lus, le nombre d'enregistrements de notre source de données, eh ben il vaut 1 à la première ligne. Donc finalement, ça revient au numéro de la ligne. Même si c'est pas exactement ça que ça signifie, ça revient à ça, c'est le numéro de la ligne. Quand ensuite on va passer à la ligne numéro 2, le number of record, en fait c'est un comptage qu'il fait. Donc une fois qu'il lit la ligne numéro 2, il dit ah bon bah voilà, NR égale NR plus 1. J'ai trouvé un nouvel enregistrement. Jusqu'à arriver jusqu'à la fin. Donc nous, le NR, on va pouvoir l'utiliser comme numéro de ligne pour savoir quelle est notre ligne courante. Mais attention, le fait que ce soit un comptage, donc du number of record trouvé, quand on va être dans la section end, ben ce NR, on va pouvoir aussi le lire et il va correspondre au nombre total de lignes qui ont été lues, parce qu'il aura évolué ligne par ligne en ajoutant 1 à chaque fois. Donc ça, c'est fait pour vous, automatiquement, dynamiquement, par awk. NF, c'est le number of fields, c'est le nombre de champs sur la ligne en cours, et uniquement sur la ligne en cours. D'accord? Dans le end, c'est pas la peine d'aller parler du NF, il n'y a pas de ligne en cours. Hein. Dans le end, c'est fini, on a terminé de traiter. Donc NF, ça n'a aucune signification. Donc même s'il peut avoir une valeur, NF, il aura très certainement une valeur dans le end qui sera la valeur qu'il avait à la dernière ligne. Mais ne venez pas l'utiliser, ça signifie rien du tout. On va pas pouvoir accéder à la ligne en cours, donc savoir combien il y a de champs sur la dernière ligne qu'on a traitée, ça a assez peu d'intérêt si on peut pas accéder à cette ligne-là, puisque on n'est plus sur la dernière ligne, quand on est dans le end, Donc sur chaque ligne pendant le traitement, chaque ligne en cours, chaque ligne de la source de données, le NF, le number of fields, va nous indiquer le nombre de champs. Donc le nombre sur cette ligne-là, le nombre de valeurs séparées par des fils séparateurs, des FS. D'accord? Parce que c'est le FS, la variable FS, qui indique quel est le caractère ou l'expression régulière qui sépare les champs. Donc lui, à partir de cette variable FS, il va les regarder sur la ligne en cours, il va les découper, la ligne, en autant de champs qui sont séparés par cette valeur de fil séparateur. Donc NF va contenir le nombre de champs en cours. Si on ne trouve pas de séparateur de champs, eh bien NF vaudra 1. Il n'y a qu'un seul champ. C'est la ligne intégrale. Ensuite, on a, et ça on l'a déjà vu précédemment, on a $1, $2, $3, etc. jusqu'à $ de la valeur de NF. Donc si NF vaut 5, ça va aller de $1 jusqu'à $5, et ben ce sont les valeurs des champs en question. Donc on a toujours $1. $1, on a forcément au moins un champ, donc $1 existe toujours. Mais $2, $3, ça va dépendre du nombre de champs qu'on a dans notre ligne en cours. Le $0 particulier, c'est le contenu complet de la ligne. Donc toute la ligne
mais sans le séparateur de ligne, d'accord? Si le séparateur de ligne c'est le backslash n, et ben on n'a pas de backslash n à la fin de notre $0, de notre chaîne représenté par $0, et si on a changé le record separator, le RS, eh bien si on a dit que c'était un point virgule par exemple, bah, on aura voilà tout sauf le point virgule. Le séparateur de fin de ligne, enfin l'indicateur, le caractère ou l'expression régulière de fin de ligne ne fait pas partie du $0. Elle fera partie de rien du tout d'ailleurs, hein, ni du $0 ni des champs, puisque c'est un séparateur, donc le séparateur est extrait de la valeur des champs. Dans $1, $2, $3, on n'a pas le fil séparateur. Si le fil séparateur c'est deux points par exemple, dans $1 on aura la valeur du champ 1, mais on n'aura pas le 2 points, ni dans $1 ni dans $2, ni en début ni en fin de champ. Parlons maintenant des conditions. Alors, l'écriture de conditions est similaire à la syntaxe qu'on trouve dans le C et qu'on trouve dans plein d'autres langages. Je répète encore, beaucoup de langages ont une source d'inspiration qui est le C. Donc, l'écriture de conditions est similaire à la syntaxe qu'on trouve dans le C. Alors attention, on a déjà parlé des conditions qu'on met devant les blocs le reste, hein, tous les blocs. Donc avant la collade ouvrante, on peut avoir une condition. Mais à l'intérieur de notre bloc, c'est-à-dire que si notre bloc est conditionnel, c'est-à-dire que par exemple on dit notre bloc on veut l'exécuter que si on trouve tel texte, par exemple le mot France, dans la ligne. Alors on exécute ce bloc. Quand on exécute le bloc, donc on l'exécute sur la ligne en cours, on peut à nouveau mettre des conditions à l'intérieur. Alors des conditions peuvent être cette fois-ci sur les champs. On peut tester la nature de certains champs. Une condition, ça s'écrit avec un if, entre parenthèses, la condition, accolade ouvrante, accolade fermante. Alors les accolades, on trouve des accolades qui sont dans le bloc, le grand bloc avec lui-même ses accolades. Donc on peut encore avoir des sous-accolades à l'intérieur, comme dans un programme en C. On peut aussi avoir des blocs avec des if et des blocs. Alors n'oubliez pas de mettre les accolades. Else if condition, etc. et else. Donc le if est pour une condition, ben, il est nécessaire. Les else if sont optionnels et le else final est aussi optionnel. Les différents types de conditions sont l'égalité, donc commencer, attention, on met pas un seul égal c'est l'affectation, donc il faut mettre deux symboles égal pour faire l'égalité. Point d'exclamation égal pour faire la différence, inférieur, inférieur égal, supérieur, supérieur égal, les inégalités classiques qu'on connaît. Et on trouve aussi le mot-clé in pour les tableaux qu'on va voir un peu plus loin, pour savoir est-ce qu'un élément est dans le tableau. Et on a la négation, donc le point d'exclamation, lui aussi un classique du genre. La boucle for. Alors, peut-être que ça peut vous étonner d'avoir une boucle, même si je l'ai dit auparavant. La lecture de la source de données est une boucle implicite faite par awk. Votre script est exécuté pour chaque ligne lue dans la source de données, mais quand on est sur une ligne, on a le droit de faire aussi des boucles pour traiter cette ligne lue. Donc c'est une boucle qui, par exemple, peut permettre de passer de champ en champ. La syntaxe est similaire à ce qu'on a en C. Donc c'est for avec 3 portions entre parenthèses, une partie initialisation, une partie condition pour rester dans la boucle, et à la fin une partie expression, qui est généralement, cette expression, ce qui est exécuté enfin c'est pas généralement, c'est toujours exécuté avant de passer à la boucle suivante, enfin à l'itération suivante, et qui est généralement utilisé pour faire évoluer la variable de boucle. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation de faire évoluer la variable de boucle, mais généralement c'est ce qu'on fait. Il faut bien qu'elle évolue quelque part la variable de boucle, sinon on va avoir un petit problème, on va pas sortir de notre script. Mais la variable de boucle pourrait éventuellement évoluer dans la partie entre accolades. Hein. Donc il n'y a pas d'obligation à ce que cette partie-là soit la partie évolution de la variable de boucle, même si généralement dans l'énorme majorité des cas c'est ce qu'on fait. Donc, syntaxe for, entre parenthèses, initialisation, un exemple, for i égale 1, donc on initialise notre variable de boucle qui, pour info, n'a pas besoin, comme toutes les variables dans awk, d'être initialisée
avant d'entrer dans la boucle. Alors, on vous dit toujours, enfin je pense en AlgoProg, on vous apprend, on initialise, on déclare notre variable avant. Ici en Awk, finalement, vous pouvez le faire, mais vu comment fonctionne Awk sans déclaration de variable, eh bien on peut directement utiliser notre variable, la définir directement dans la première partie des 3 morceaux du for. For i égale 1, alors, pour info, pour ceux que j'ai en AlgoProg, je dis toujours, et puis pas qu'en AlgoProg d'ailleurs, je dis toujours d'utiliser des noms de variables qui causent. Alors je sais que moi j'utilise des lettres ici, c'est juste une question de place, hein. C'est parce que j'ai pas beaucoup de place pour écrire, donc c'est pour ça que je mets i, j, k, l pour des boucles, mais utiliser des variables de boucle qui parlent. Si vous traitez les champs, eh ben utilisez une variable qui s'appelle CHP par exemple, si vous êtes un peu feignant parce que vous voulez pas écrire champ en entier, mais CHP, bon ça se lit champ, ça va. Utilisez des noms de variables qui parlent, voilà, et n'utilisez pas IJKL comme je viens de faire, c'est juste pour mon exemple, pour rester compact, même si champ, j'aurais pu éventuellement voilà, utiliser une variable un petit peu plus longue que i. Ne prenez pas exactement cet exemple pour écrire toute variable de boucle, s'il vous plaît. For i égale 1, initialisation de ma variable de boucle, enfin de initialisation, là c'est pareil aussi, généralement on initialise la variable de boucle, mais il n'y a pas d'obligation à initialiser la variable de boucle. Peut-être que la variable existe déjà en amont et qu'on souhaite continuer à faire évoluer cette variable, auquel cas on touche pas à la variable. Donc et dans la grande majorité des cas, c'est comme ça que ça se passe, qu'on initialise d'abord la variable de boucle dans la première partie. I égale 1, point virgule. I inférieur à 10, donc c'est tant que I est inférieur à 10, donc la variable de cette condition va être évaluée à chaque passage dans la boucle, y compris avant de rentrer dans la boucle, donc au premier passage, I++, et derrière, print I. Donc là, finalement, je vais afficher les chiffres de 1 jusqu'à 9, et ça, pour chaque ligne lue dans la source de données, je vais afficher des chiffres de 1 jusqu'à 9. Pas grand intérêt, on est d'accord. Mais c'est l'exemple que je donne. Pour chaque ligne, on aura cet affichage-là. On va voir des exemples un peu plus intéressants sur des traitements de champs, enfin des accès à des champs. Et c'est exactement ce qu'on voit là, ici, avec la boucle while. Donc la boucle while, elle est similaire à la syntaxe du C. While, entre parenthèses, condition. Tant que la condition évalue à vrai, j'exécute ce qui se trouve dans les accolades. Exemple, while i inférieur... Alors là, ça sous-entend quand même que i était initialisé avant à une valeur, notamment, par exemple, la valeur 1, parce que là, dans l'exemple, je vais passer en revue les différents champs. Je vais les afficher. Donc on va dire que sur une ligne en amont, on aurait un i égale 1. Ensuite, while i inférieur à nf, number of fields, le nombre de champs sur la ligne que je suis en train de traiter, la ligne de la source de données que je suis en train de traiter. Donc on imagine qu'on ait 5 champs, par exemple, nf va valoir 5. Donc tant que i est inférieur à 5, je print $i. Et $i, on se rappelle que $1 c'est le premier champ, $2 c'est le deuxième champ, etc. Donc en mettant $i, i va être remplacé par la valeur qu'il a. Donc on va accéder au champ en question. Donc cet exemple-là me permet d'afficher sur une ligne, d'afficher la liste de tous les champs qui figurent sur la ligne courante. Et ce code-là va être exécuté à chaque ligne de la source de données, donc à chaque ligne, il va m'afficher la liste de tous les champs contenus dans chacune des lignes de la source de données. Donc retenez bien ce $i là, qui est c'est quelque chose qui est pas possible en C par exemple, mais qui est possible parce que là on est sur un script, donc finalement on a une sorte de côté dynamique dans les expressions, et qu'on peut on sait pourquoi c'est pas possible, parce que le C il va avoir $i verré $i, évidemment la syntaxe est pas du tout bonne, mais il va interpréter ça au moment il va compiler le programme pour produire quelque chose d'exécutable, alors que là le programme n'est pas compilé, il est interprété au fur et à mesure
que le code est exécuté. Donc sur la première ligne, peut-être qu'il y a 3 champs, donc $5 ça signifie rien, mais sur la quatrième ligne, peut-être qu'il y a 10 champs et $5 ça signifie quelque chose. Donc il est capable de faire l'interprétation du dollar avec un i derrière, en remplaçant le i par la valeur qu'il a au moment du while, pour afficher le champ x qu'on souhaite afficher, et on s'assure qu'on va pas trop loin, puisqu'on a un while i inférieur à nf pour chacune des lignes lues dans la source de données. Le do-while, le do-while c'est commencé, c'est pareil, on interprète par contre la condition de bouclage après la boucle, enfin après le passage dans la boucle, donc ça veut dire qu'il y a au moins un passage, et qu'on arrive à la fin du bloc, et on va reboucler si la condition est vraie. Donc do print $i, point virgule i++, donc cette fois-ci je décide d'incrémenter le i, enfin dans l'autre aussi je faisais un incrément de i, donc j'affiche $i, j'incrémente le i et je teste, je dis tant que i est inférieur à nf. Si jamais nf valait 0, je passe au moins une fois dedans. Mais il se trouve que nf faut forcément au moins une fois 1, donc c'est normal qu'on passe au moins à afficher le premier champ. Bien évidemment, le i doit être, comme tout à l'heure, initialisé, doit avoir une valeur avant, parce que sinon, quoique finalement ça marcherait, parce que si i n'existe pas, il prendrait i valant 0, donc le print $0, ça affiche la ligne intégrale. Donc le code ne planterait pas, et puis le fait de faire i++, maintenant, i prendrait une existence et deviendrait la valeur 1, parce que 0 plus ça ferait 1, et i prendrait une existence, sa création se ferait au premier i++. Donc finalement, si on n'a pas de i d'initialisé, ça marche. Ça va sans doute pas faire tout à fait ce qu'on veut, parce que le $0, c'est pas tout à fait un champ, c'est la ligne intégrale.